Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'agriculture en milieu saharien, région saharienne. Avec le réchauffement du climat de ces quelques jours, du coup, ça colle un peu. Globalement, je vous présente mon laboratoire, enfin l'unité dans laquelle je travaille, qui va être le GGENA, donc qui est un laboratoire en géosciences avec des activités très diversifiées, on peut le dire. En géologie, on travaille aussi sur le patrimoine, l'hydrogéologie et d'autres thématiques disons plus anthropiques, avec notamment la contamination des sols ou encore l'utilisation de matériaux durables dans la construction. Donc moi, je fais ma thèse dans le cadre d'un projet avec un financement européen, donc un financement PRIMA, et on s'intéresse à l'agriculture dans les milieux oasiens, en Algérie et en Tunisie. Je vous présente un petit peu mon parcours dans un premier temps. Donc moi, j'ai fait plutôt de l'écologie et de la biologie en licence, avec notamment une partie végétale, enfin avec une coloration dans le végétal, botanique, écophysiologie végétale et de l'écologie de la production végétale avec pas mal avec une coloration justement sur l'écologie. Ensuite, je me suis rapidement spécialisé en master dans l'étude des sols, qu'on va appeler la pédologie. Donc, c'est l'étude de la couche superficielle des sols, avec différentes techniques, notamment en chimie, et puis d'autres outils analytiques qu'on a pu utiliser, tels que la cartographie, toujours des statistiques et autres. En Master 2, j'ai fait un stage de fin d'études qui portait sur l'étude du transfert de polluants d'origine agricole en contexte breton. Donc on s'intéressait notamment au transfert de phosphore et de produits phytosanitaires, en mettant en lien avec des pratiques de lutte anti-érosive. Donc pour lutter notamment contre le ruissellement et le transfert de particules de sol. Donc, je vous présente ici un des sites d'études du projet Esmeralda, qui se situe dans la partie continentale au sud-ouest de la Tunisie, et donc à proximité du Chott El Djerid. On le voit un petit peu ici, sur cette image. Donc, on a 2 sites d'études en Tunisie et 3 en Algérie. Moi, je vous présente ce cas particulier, puisque j'ai effectué un stage de 3 mois en Tunisie, dans un laboratoire partenaire du projet. Et donc j'ai étudié quelques propriétés de leur sol d'oasis avec des collègues là-bas durant l'hiver dernier. Ensuite, pour présenter un petit peu le contexte, on se trouve en région aride, ce qui veut dire qu'on a un déficit hydrique qui va être lié aux précipitations très faibles, mises en lien avec une évapotranspiration qui va être très élevée. On a aussi un contexte avec le sirocco, d'érosion éolienne qui va être liée à des vents chauds et secs, notamment, en provenance du Sahara. Et on est dans un contexte, si on regarde au niveau souterrain, on a énormément de ressources en eau dans cette région, et des sols superficiels qui sont pauvres et souvent alcalins, c'est-à-dire avec un pH basique. Je vous présente ici un exemple d'agrosystème oasien qu'on va appeler traditionnel, puisqu'on va observer différentes strates. On a les palmiers dattiers ici, et on a d'autres arbustes et des herbacées type l'orge, dont je vais parler ensuite, ou encore la luzerne. On voit aussi le fait d'avoir plusieurs strates, ça permet d'avoir un effet climatique, un effet brise-vent par exemple, qui va être propice à l'installation des cultures. Et on voit aussi, ce qui est intéressant sur cette image-là, c'est qu'on a la présence d'hommes et de femmes qui vont travailler avec notamment l'élevage ou d'autres pratiques sur le fait de sculpter le paysage.
Donc première chose à retenir, si j'arrive à passer la diaporama, ça va être que les oasis donc, sont relativement artificielles. Ça, on peut l'affirmer. Après, on peut nuancer quand même les propos parce qu'il y a un degré d'artificialisation qui va être lié notamment au fait d'acheminer l'eau. Par exemple, les oasis plus récentes, on va avoir donc des stations de pompage de l'eau à des profondeurs très élevées. Et donc ça illustre un petit peu le propos d'artificialisation des oasis. Il y a d'autres exemples tels que le fait de l'apport de biotechnologie pour par exemple, produire des cultivars de dattiers qui vont être adaptés aux conditions. Globalement, en Tunisie et en Algérie, on assiste aussi dans les années 60 à l'extension des surfaces cultivées et donc avec l'exportation des dattes, et ce qui va emmener de nouveaux défis dans les régions, donc notamment la désertification, l'ensaiblement. On a aussi de la salinisation des sols qui peut provenir de l'apport via l'irrigation, salinisation des eaux souterraines, le dérèglement climatique en cours et donc des difficultés notamment pour l'élevage et autres. Et donc on peut se poser la question donc, de l'importance du sol là-dedans. Et donc, par exemple, parmi les leviers agronomiques dont on va parler ensuite, il y a la disponibilité des ressources locales en résidus de palmier dont on s'est aperçu et qui pourrait permettre, si on les transforme en produits organiques type compost et autres, on va essayer d'améliorer en fait, la fertilité des sols. Donc, les objectifs du projet Esmeralda, porté par mes encadrants, ça va être d'augmenter la résilience des agrosystèmes oasiens, mais aussi d'étudier les pratiques agricoles et évaluer la plus-value pour les agriculteurs locaux. Et ma thèse, donc, qui va porter sur l'influence des amendements organiques issus de palmiers dattiers sur les propriétés des sols. On propose donc de caractériser des composts et le biochar que je vais définir ensuite, et qui sont tous fabriqués à partir d'une source de résidus de palmiers dattiers très abondante dans les oasis. Et on étudie leurs effets sur les propriétés des sols et aussi sur la productivité de l'orge, qui va être une plante modèle dans le cadre de ce projet-là, et puisque c'est une plante largement cultivée dans ces régions. Donc le biochar, donc ici on voit de la biomasse, donc c'est nos résidus de palmiers dattiers qui vont être simplement débités en morceaux de 3-4 cm. C'est vrai que je n'ai pas d'échelle ici. Mais... Et ensuite, on fait une pyrolyse. Donc on va carboniser la matière. Donc on chauffe à 450 degrés dans notre cas, en l'absence d'oxygène ou quasi-absence. Et donc on obtient un produit qui va être un concentré de carbone que l'on voit à droite et on va appeler ça le biochar. Donc c'est un produit qui est étudié récemment pour améliorer les sols en tant qu'amendement. Et donc, contrairement à ce qui va être dit dans certains articles de vulgarisation, ce n'est pas un fertilisant, mais plutôt un conditionneur du sol. Ensuite, on a le compost. Donc, il a été produit donc, en Tunisie, dans la région de Gabès. Et donc, produit à partir toujours de résidus de palmiers dattiers, mais pas que. Ensuite, ces résidus ils sont débités, séchés, débités, et on les trempe pour permettre le processus de compostage, donc le lancement du processus, mais ça va être mélangé avec une source plus riche, notamment certains éléments comme l'azote, et pour pouvoir dégrader en fait la matière organique. Donc je ne rentrerai pas trop dans le détail dans cette présentation, je vais présenter d'autres expériences, mais donc, je ne rentre pas dans les détails du processus de fabrication. Globalement, le mélange avec une proportion d'environ 30% de fumier de ovin en volume, donc ça va être mélangé, on va former des andins, comme on voit en haut à droite, et donc au cours d'un processus qui va durer environ 5 mois, on va retourner un petit peu les andins et les irriguer régulièrement pour favoriser la dégradation. On obtient un produit, donc là ici c'est produit en cours de maturation.
Une première expérience que je vous présente, donc on se pose la question donc, de l'effet des produits organiques, sur le sol en termes de rétention en eau. Donc l'objectif, c'est de quantifier leurs effets sur la rétention en eau de 2 sols qui ont été prélevés en Espagne, en région semi-aride, et d'évaluer l'influence de la texture du sol. Alors la texture du sol, pour le définir grossièrement, ici on a un triangle de texture du sol, et on a notre pourcentage de sable qui va être représenté ici. Donc on va avoir notre fraction fine qui va être les argiles et les limons, et puis le sable. Pour présenter un petit peu la méthode, on a donc différentes modalités, donc apport de compost seul, apport de biochar, et puis un mélange des deux. Et on va ensuite apporter du sable dans ces sols, les sols originaux qui sont ici sur le triangle des textures, donc sol A et sol B. Et donc on va faire varier en fait avec un apport de sable croissant, on va avoir des teneurs en sable qui vont aller de 18 jusqu'à 84%. Et ensuite on va pouvoir du coup évaluer l'influence de la texture sur les effets, les effets des amendements organiques en fonction de la texture du sol. Et donc on mesure la teneur en eau à différents potentiels hydriques, on va dire. Je vais les définir un petit peu. Donc on a la capacité au champ, ça va représenter le sol après ressuyage. Donc c'est une définition un peu grossière. Mais donc on sature notre sol et puis par percolation, l'eau va s'écouler. Donc environ 48 heures après, ça représente un état hydrique du sol. Le point de flétrissement, ça va correspondre en fait à un stade, un état hydrique du sol auquel la plante ne va plus pouvoir absorber l'eau qui est présente dans le sol. Du coup, je vous présente l'équipement aussi. Donc on a des presses à membrane et puis un circuit de pression ici. Donc on va disposer nos sols dans des cylindres. On fait 5 mesures pour obtenir une certaine robustesse statistique dans nos mesures. On fait 5 mesures par modalité. Et donc on les place sur une plaque poreuse. Et ensuite on les ferme hermétiquement. Et puis on va fixer une pression pendant une durée déterminée qui va être 1 semaine. Et ensuite, on va le faire à différents potentiels. Donc, j'ai parlé de la capacité au champ et du point de flétrissement permanent. Ça va nous permettre de faire des courbes de rétention en eau. Je ne vous les présente pas, mais ici, je vous présente un truc un petit peu simplifié, on va dire, qui va être la réserve utile en eau d'un sol. Ça va être la différence entre la capacité au champ et notre point de flétrissement permanent. Et donc ça a été mesuré, donc là dans l'exemple de 3 sols, on a notre sol A et puis un apport croissant en sable avec 1/3 de sable et 2/3 de sable. Vous avez les teneurs en sable ici. Et donc nos modalités aussi, donc notre apport de compost, notre apport de biochar et le mélange. Et donc ce qu'on met en évidence dans cet histogramme, c'est que la teneur en eau disponible, elle va assez peu varier, ou du moins ce n'est pas toujours significatif avec l'apport de produits organiques dans ce sol-là. En revanche, avec des teneurs en sable croissantes, on a un effet plus important donc des produits organiques. Et par exemple, un apport de biochar à la dose de 3%, donc ça va permettre dans un sol très sableux, avec 84% de sable, donc d'améliorer la réserve utile en eau pour les plantes de 80%, donc ce qui est très significatif. Et donc avec une efficacité plus importante pour le biochar en comparaison avec notre compost. Je vous présente ici une deuxième expérience qui parle un petit peu de végétal aussi, dont les objectifs sont d'étudier les effets des produits organiques sur la productivité de l'orge et ses teneurs en nutriments. On a aussi évalué aussi la qualité donc, des lixivia
Les lixivias, ça va être... la lixiviation, en fait, c'est l'entraînement vertical de soluté dans un sol. Donc ça va être les molécules qu'on va retrouver en fait, dans l'eau de percolation, donc qui va s'écouler par gravité dans nos pots, puisqu'on va cultiver l'orge dans des pots, donc en conditions arides simulées, mais donc dans des systèmes simplifiés, c'est une chambre climatique. Et donc on étudie aussi donc, les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol, c'est en cours. Vous avez le design ici, donc notamment les pots, donc qui font, le volume occupé par le sol, ça va être 40 cm. Vous avez une partie, donc une couche qui va être non amendée et une couche amendée, avec des sondes qui mesurent la température, l'humidité donc constamment. Et vous avez des poches qu'on voit un petit peu sur la photo à droite, ici, et qui vont permettre de récolter donc, ce que j'appelle les lixivias, donc ça va être les eaux de percolation en fait. Et ça va nous donner des indicateurs sur les teneurs en nutriments ou les pertes par lessivage de certains nutriments. Vous avez ici les différentes modalités donc, qui ont été étudiées avec un code couleur que j'utilise ensuite dans les graphiques. Avec différents apports. Donc, on a appliqué du biochar seul. Donc, les doses elles vont être aussi évaluées en fonction de la capacité de renouvellement des résidus de palmier dattier dans une oasis pour éviter d'appliquer les doses qui ne soient pas en adéquation avec la productivité dans les oasis. Ensuite, le compost. Donc, qui est une dose qui est appliquée aussi dans les essais au champ qu'on fait dans le cadre du projet. Et on applique aussi de l'urée. Donc l'urée, ça va être un engrais organique composé essentiellement d'azote. Donc on a 6 modalités, on fait toujours des répétitions, donc là on en a 4. Et puis on a un sol qui n'est pas cultivé aussi, qui fait un office de blanc supplémentaire. On arrose par submersion, donc avec une lame d'eau de 5 cm qui correspond à 1,4 litres. Et donc tout au long de la culture, on va aller jusqu'à la maturation des grains. Donc on fait l'ensemble des stades de culture de l'orge. Donc je vous présente la stratégie d'échantillonnage ici, qui va donc du stade du semis. On va étudier donc les caractéristiques initiales du sol. On a ensuite prélevé 3 événements de lixivia, donc après 3 arrosages. Et on a fait d'autres mesures sur les végétaux au stade de tallage, qui va correspondre à la période de multiplication du nombre d'épis par l'orge, en fait. Et encore des lixivia jusqu'au stade de récolte. Donc ça nous fait 11 événements de lixivia. Et puis on analyse encore la qualité des sols. Et on fait des analyses sur les végétaux. Il y a quelques analyses qui sont en cours, notamment les analyses biologiques. Donc du coup, je ne vous les présente pas. Je ne vous présente pas les résultats, mais en tout cas, on s'est quand même intéressé au fonctionnement biologique du sol. Ici, ce qu'on voit, c'est une manip qui est finie. J'ai oublié de le dire, mais moi, je suis plutôt vers la fin de ma thèse. Donc il me reste... la soutenance serait prévue courant de la fin de l'année. Donc on a un certain nombre de résultats qu'on est en train de valoriser. Donc ici, on a la biomasse aérienne des végétaux. Sur le graphique de gauche, ça va être la biomasse aérienne au stade de tallage, où on voit un effet très bénéfique du compost. Et assez peu d'effets, en tout cas, ce n'est pas significatif avec l'urée, sauf lorsqu'on va mélanger notre biochar et l'urée. Au niveau de l'interprétation des résultats, je ne vais pas aller trop loin ici, puisque c'est en cours de discussion. Mais on s'est intéressé donc notamment au rendement en grains aussi à la fin de la culture, donc sur le graphique de droite. Et là, on voit un effet significatif, que ce soit pour le compost, l'urée, ici, et le biochar et le sol. En fait, on regarde ça avec les lettres de significativité, donc c'est des statistiques. Une lettre différente signifie qu'on a un effet
un effet différent en fonction donc, du traitement qui va être appliqué. Donc, notamment le compost qui montre donc un potentiel intéressant. Et le biochar montre plutôt une tendance à la réduction des rendements, même si ce n'est pas significatif. Ici, vous avez quelques photos donc, qui illustrent un peu la manip. Donc, on a deux racines d'orge. Donc, on voit elles vont jusqu'à à peu près un peu plus de 30 cm et encore, je pense que c'est un peu sous-estimé. Et donc, on voit aussi sur l'image de droite qu'elles ont bien colonisé le volume du pot. Vous avez une photo ici des plantes au stade final, donc avec le remplissage des grains qui s'est déroulé correctement pour toutes les modalités. On voit la chambre climatique en fait, de l'extérieur. Donc là, ça va être nos sondes qui vont être reliées à des capteurs. La lumière artificielle ici avec des LED. Et puis on contrôle le climat. Donc on a appliqué un climat aride qui correspond à la zone d'intérêt en Tunisie. Et ici, donc, on a les pertes en éléments nutritifs. Donc je rappelle par l'exciviation que c'est les eaux de percolation en fait, qu'on va retrouver donc, du coup, dans les sachets que j'ai montrés avant. On a étudié un certain nombre d'éléments chimiques. Là, je présente les nitrates et puis le potassium à droite, donc qui n'ont pas du tout la même dynamique. Donc on a un effet notamment du compost qui est assez court terme, je dirais, puisque dans un premier temps, en fait, on a des teneurs en nitrate qui vont être bien plus importantes, donc ça va correspondre aux pertes en nitrate dans notre sol, donc via l'irrigation. Et ensuite, cette différence, elle va s'amenuiser très rapidement dès le stade talage. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que là, l'échelle c'est complètement écrasé, mais on a notre différence avec notre sol qui est non cultivé en rouge, et donc qui va nous orienter sur le fait que la plante, en fait, elle va prélever la plupart des nitrates qui vont être disponibles dans le milieu. Et donc, on peut considérer que la plante, donc, le sol va être déficient en cet élément. Et ensuite, pour le potassium, donc, on a un apport du compost, mais aussi là, ça va être le compost ici. Donc, les deux courbes, le compost, le biochar compost. Et deux traitements avec seulement du biochar, mais il n'y a pas de compost. Et on a aussi un apport de potassium qui va se dérouler sur l'ensemble de la manip. Et donc on peut s'attendre à des effets positifs, notamment sur le prélèvement de la plante en cet élément. Et donc je vais conclure un peu sur les travaux en cours. Donc je l'ai dit, on mesure encore quelques paramètres, notamment l'activité biologique du sol en lien avec la transformation de l'azote. Et on souhaiterait aussi, à une échelle donc plus large, donc avec des essais au champ et en conditions arides, vérifier un petit peu les effets qu'on a observés aujourd'hui. Et en termes de perspective, on propose d'améliorer la qualité de la production du compost. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi des problématiques de salinité dans ces régions-là. Donc, étudier les effets des produits organiques qu'on va apporter sur la salinité du sol. Et enfin, explorer d'autres pratiques agroécologiques telles que la diversification des cultures ou encore l'optimisation de l'irrigation avec des techniques qu'on utilise sous climat tempéré en général, par exemple le paillage. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça consiste à simplement déposer de la matière organique sur un sol et puis limiter l'évapotranspiration notamment. Et donc je vous remercie pour votre attention.